Bonjour tout le monde. Alors nous voici donc pour la correction de l'EDEC 2021 voie E. À première vue, ça semble un sujet assez classique, avec des points de rédaction assez classiques. Il n'y a pas, bon, peut-être en fin d'exercice, comme d'habitude, il peut y avoir des petites nouveautés, mais a priori, on devrait être sur des exos dans chaque thématique qui sont relativement classiques. Alors, on va voir ça dans l'exercice 1 avec des fonctions à deux variables. Donc tout d'abord, justifier que f est de classe C2. Donc là, simplement, pour la classe C2, on va dire en tant que polynôme, d'accord, ou bien simplement par somme. Pour les dérivées partielles d'ordre 1, donc que l'on peut calculer, vu on vient d'expliquer qu'elle était de classe C2. Alors, pour la dérivée par rapport à x, on va avoir 3x carré moins 3y. Pour celle par rapport à y, on va avoir donc la symétrie 3y carré moins 3x. On veut déterminer les points critiques. Donc au départ, on caractérise bien en disant que on a un point critique si et seulement si les dérivées partielles valent 0. Donc on écrit ce que ça donne. Alors les dérivées partielles égales à 0, on voit tout de suite qu'on va pouvoir simplifier par 3 chacune d'elles. Par exemple, ici, on va pouvoir effectuer une substitution. On a y qui vaut x carré, qu'on remplace dans l'autre. Donc ça va nous donner x puissance 4 moins x égale 0, c'est-à-dire x fois x puissance 3 moins 1 égale 0. Donc là, ça nous donne x égale 0 ou x puissance 3 égale à 1. Parce que là, on était sur r carré. Alors, pour l'équation x puissance 3 égale 1, on va dire, comme la fonction puissance 3 est bijective sur r, vu qu'on a une puissance impaire, alors x3 a une unique solution. Et là, on remarque que la solution, c'est x égale 1. Donc, en résumé, les points critiques de la fonction f sont donc quand x vaut 0, y vaut 0, et quand x vaut 1, y vaut 1. Bon, donc voilà ce qu'on peut dire ici. Ensuite, pour les dérivées partielles d'ordre 2, donc pareil, on va pouvoir les calculer vu que la fonction est de classe C2. Alors, je regarde juste si on avait d'autres. Non, il n'y a rien d'autre. Alors, quand on dérive deux fois par rapport à x, donc ça va nous donner 6x, deux fois par rapport à y, on va avoir 6y. Et pour les dérivées croisées, alors elles sont égales, hein, là on va rappeler pourquoi. Je vais juste écrire déjà ce que ça donne, donc ça fait moins 3. Donc ça c'est par le théorème de Schwarz. Vu que la fonction f est de classe C2, on peut l'appliquer. Et on veut trouver un extrémum local. On doit faire ça donc l'étude de la hessienne sur les deux points critiques. Donc on va prendre tout d'abord la hessienne au point 0, 0. D'accord, donc là vous écrivez la définition de la hessienne. Et au point 0, 0, on va avoir ceci. Donc il nous faut trouver les valeurs propres. Donc on va dire que lambda est une valeur propre de A si et seulement si A moins lambda I n'est pas inversible. Et donc là, ça va nous donner, donc on fait le petit AD moins BC égale à 0, donc ça va faire lambda carré moins 9 égale 0. Donc le spectre de A, c'est 3 et moins 3. Donc comme il y a une valeur positive et une valeur négative, le point 0, 0 n'est pas un extrémum local pour f. D'accord, sur un point col, point cell, mais préciser sa nature. Ah oui, non, ça c'est pour autre chose. Au point 1, 1. Donc pareil, on calcule la hessienne en ce point. Donc on va avoir, donc là on avait moins 3, et là on va avoir 6 et 6.
Donc pareil, on va caractériser ça en disant que cette matrice-là ne doit pas être inversible. Donc ça va vous donner 6 moins lambda moins, donc au carré, moins 9 égale 0. Donc on a la forme a carré moins b carré. Donc a moins b, ça vous donne 3 moins lambda. A plus b, 9 moins lambda. Donc le spectre de b, c'est 3 et 9. D'accord? Et donc les deux valeurs propres sont strictement positives. Donc on en déduit que le point 1, 1 est un minimum local pour f. Et de préciser sa valeur, et on a alors f de 1, 1, ça va faire 1 plus 1 moins 3, moins 1. Alors, question 4, cet extrême est-il global? Alors, si l'énoncé ne nous aide pas, c'est certainement il n'est pas global. Et donc, on peut essayer de jouer sur les limites. Donc là, on a quoi? Un minimum. On va essayer de voir si on peut trouver... Donc, si on veut contredire un minimum global, il faudrait montrer qu'on peut avoir la limite qui va tendre vers moins l'infini. Alors, regardez, si je prends par exemple f de x0, ça nous donne simplement x cube. Et quand x tend vers moins l'infini, ça tend vers moins l'infini. Donc, on n'a pas, sur tout le domaine, f de xy supérieur à f de 1, 1, qui vaut moins 1. Ou alors, vous trouvez une autre valeur. Hein, c'est pas obligé de prendre les limites. Peut-être qu'il y a d'autres valeurs que je n'ai pas vues. Après, il faut tester numériquement. Mais avec les limites, c'est vrai que ça, voilà, on ne s'embête pas à calculer plusieurs images. Là, il n'y a pas de discussion possible. Donc, le point 1, 1 n'est pas un minimum global pour f. On a trouvé des valeurs qui pouvaient être en dessous de ce f de 1, 1. Alors ensuite, on passe en une variable, puisqu'on nous dit qu'on va considérer g de x et f de x1. Alors, il faut qu'on remplace. Donc, ça fait x3 plus 1 moins 3x. Et il faut montrer qu'on a une unique solution. Alors, on va faire le terme de la bijection, évidemment. Donc, g est évidemment continu sur R. C'est un polynôme. Ensuite, on va dériver. Donc, g est même C1 sur R. On va calculer g'. Donc, ça fait 3x carré moins 3. Vous avez ceci. Donc, on va avoir le tableau. Donc, là, ils le veulent sur quoi? Ok, bon, on va voir. Donc, ici, on est sur moins l'infini plus l'infini. Ça s'annule en moins 1 et en 1 pour la dérivée. Voilà, donc on va avoir plus, moins, plus. Voilà ce qu'on va obtenir. Alors, en moins l'infini, donc là, on va dire que g de x en l'infini, elle est équivalente au terme de plus haut degré. Donc, à x cube, donc on a ça. En 1, on va avoir moins 1. Et en moins 1, on va avoir 4, 1, 3 ici. Alors, ce que l'on veut... Ah oui, d'accord, c'est pour ça que le n est plus grand que 4. On veut résoudre g de x égale n. Donc, ce qu'on va déjà dire, c'est que g de x égale n plus grand que 4, donc ça on le précise, ne peut avoir lieu que sur 1 plus l'infini. D'accord? Parce que ailleurs, votre fonction, elle est inférieure ou égale à 3. Donc voilà, donc on va dire que g est strictement croissante sur 1 plus l'infini. Donc elle y était continue. Et là, on va dire que la fonction va de 1 plus l'infini dans moins 1 plus l'infini et que le n appartient bien à ça. Donc, par le théorème de la bijection, il existe, alors il appelle comment? Un unique un, donc qui appartient à l'ensemble d'arrivées, tel que g de un soit égal à n. Alors, justement, on prend la restriction de h
de la h de g à 1 plus l'infini, ce qu'on vient de faire. Et alors, donc là, pour la bijection, dresser le tableau de variation de h-1. Oui, d'accord. Donc pour la bijection réciproque, donc là, de h-1. Donc la fonction g sur 1 plus l'infini, elle est croissante. Donc son application réciproque, pareil. Simplement, on inverse les intervalles. D'accord? Ça va de moins 1 plus l'infini dans 1 plus l'infini. Limite de UN. Alors, UN, c'est une suite implicite et avec la particularité que G ne dépend pas de N. Donc, ce qui nous donne UN égale G-1 de N. Et donc, G-1 de N, c'est H-1 de N. Et H-1 de N, en plus l'infini, va tendre vers plus l'infini. Donc, UN tend vers plus l'infini. Et pour finir, on veut trouver un équivalent. Donc, évidemment, on va revenir à la définition. Ça, c'est ce qu'on sait sur les suites implicites dès qu'on va calculer des limites ou des équivalents. Alors, G, c'était UN cube plus 1 moins 3 UN si je ne me trompe pas. D'accord. Et donc là, on doit trouver un équivalent de la forme n puissance quelque chose. Alors, nous, on sait déjà que UN tend vers l'infini. Donc, c'est le UN cube qui va prendre le dessus sur l'autre. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est mettre le UN cube en facteur. D'avoir ça. Égal à n. Donc, ça équivaut à UN cube égale n sur tout ça. Voilà. Alors, or, UN tend vers plus l'infini. D'accord? Donc, toute ma fraction, enfin, tout mon dénominateur, lui, va tendre vers 1. Donc, on en déduit en fait que UN cube, parce qu'on sait que l'équivalent le plus simple, c'est la limite si elle est non nulle, UN cube est équivalent à n. Et comme c'est compatible avec les puissances, l'équivalent, donc ça nous donne UN équivalent à n puissance 1 tiers. Bon, ça c'est pour l'exercice 1 qui, jusqu'à la question 6b, se traitait assez bien. La 6c est peut-être un peu plus compliquée quand on doit trouver des équivalents sur les suites implicites. Alors, fonction à variable à densité. Alors, on nous demande de montrer que c'est une densité. Alors déjà, f est positive sur R. Alors pourquoi? Parce que votre exponentielle, de toute façon, elle est positive et le x cube est positif parce que x est positif. Ensuite, f est continu sur R étoile. Donc là, principalement par produit et composé. Alors on peut dire aussi que le x est différent de 0 pour avoir le 1 sur x carré ou le 1 sur x cube. Et ensuite, alors, pour les intégrales, on peut déjà dire que celle-ci converge et vaut 0. Et pour l'autre, on va considérer l'intégrale partielle. Alors, vu la forme, alors la dérivée de 1 sur x carré, c'est moins 2 sur x cube. Donc, en fait, on a exactement la forme U', d'accord? La dérivée de moins 1 sur x carré, c'est 2 sur x cube. Donc, une primitive, c'est juste exponentielle U. Donc, ce qui va nous donner ceci. Donc, non, pardon. C'était en quoi que je voulais partialiser? Ah oui, d'accord. Autant pour moi ici. Là, on va changer. Parce que là, on va faire attention. On a une impropreté en plus l'infini et on a une impropreté en 0 aussi. Même si c'est une fausse impropreté, mais on a quand même une impropreté en 0. Donc, ce que l'on va faire, on va faire ça d'abord sur 1A. Voilà, donc on va écrire ceci. Et donc, quand A tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 1 moins E moins 1. Après, on va le faire sur epsilon 1. Donc, ça va faire la même chose. Enfin, c'est la même primitive. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et quand epsilon tend vers 0 plus,
Donc ça, on ne l'a pas recomposé, hein, que ce soit l'une ou l'autre. Donc là, on va avoir exponentielle moins 1 moins exponentielle moins l'infini. Donc il y aura juste exponentielle moins 1. Et donc par la relation de Chasles, d'accord, les deux intégrales convergent. Hein, donc l'intégrale de 0 à plus l'infini, c'est l'intégrale de 0 à 1 plus l'intégrale de 1 plus l'infini, et il vous reste 1. Et encore par la relation de Chasles, l'intégrale sur R converge et vaut 1. Donc en résumé, f est bien une densité. Ensuite, fonction de répartition, donc c'est la variable y. Alors le support, c'est R plus étoile. Donc si x est inférieur, donc on l'appelle f, ça vaut 0. Et si x est supérieur, donc on va prendre l'intégrale de moins l'infini à x. On va donc avoir l'intégrale de 0 à x de f. Et c'est un peu ce qu'on a fait avec l'intégrale de epsilon à 1. Quand on va avoir le même genre, donc ça va nous donner exponentielle x tout court. D'accord? Là, on va simplement avoir ceci. Non, ce n'était pas la valeur en 1. Donc là, ici, pardon. Donc là, c'est comme si j'avais repris, je vais l'écrire. Donc c'est comme si on avait mis ceci, donc ce qui nous donne comme primitive, là je vais prendre mon t carré, ça entre epsilon et x. Donc voilà ce qu'on obtient, d'accord? Et donc quand on va prendre le epsilon qui va tendre vers 0, il va simplement nous rester ceci. Bon, d'ailleurs toujours, hein, quand vous dérivez votre fonction de répartition, il faut absolument que vous retrouviez votre densité, ce qui est bien le cas ici. Donc voilà ce que l'on a. Alors après, pareil, on va montrer qu'on a une densité. Donc j'ai positif sur R. Donc là, pourquoi? Parce que x cube est positif, hein, vu que le x là est plus grand que 1. G cette fois est continu sur R privé de 1, simplement par inverse. Le x est différent de 0. Ensuite, l'intégrale de moins l'infini à 1 converge et vaut 0. Et on va prendre l'intégrale de 1 à a. Donc, il nous faut une primitive de 2 sur x cube. Donc, primitive de 2 sur x cube, on va mettre moins 1 sur x carré. Quand vous dérivez, vous avez la puissance moins 2 qui va remonter, et puis après sur x cube. Donc, ça nous donne 1 moins 1 sur a carré, et en plus l'infini, ça tend vers 1. Donc, l'intégrale de g converge et vaut 1, et par la relation de Chasles, l'intégrale sur R converge et vaut 1. D'accord? Donc, conclusion, G est bien une densité. Pareil, fonction de répartition. Alors, ça, c'est pour la variable x. Le support, c'est 1 plus l'infini. Donc, si x est inférieur, là, il l'appelle grand G. Ça vaut 0. Si x est supérieur, donc on va avoir ceci qui va se résumer en l'intégrale de 1 à x de g qu'on a calculé. On remplace le a par petit x et voilà ce qu'on obtient. Ensuite, on a des variables indépendantes, même loi que x. Mn, c'est le max. On admet que c'est une variable à densité, donc ça sera pratique. Gn, fonction de répartition en fonction de x. Alors, donc là, on ne distingue pas pour l'instant les cas. Donc, Gn de x, la fonction de répartition de Mn. Donc, ça va nous donner donc l'intersection. Et par indépendance des variables, et parce qu'elles suivent la même loi que x, on va avoir ceci, c'est-à-dire g de x puissance n. Voilà, pour l'instant, rien d'autre. Ah, puis on déduire explicitement, si. G de x, donc ça va nous donner, là on distingue les cas, donc 0 si x est inférieur à 1, et 1 moins 1 sur x carré puissance n si x est plus grand que 1. Fonction de répartition de yn. Encore une fois, le support
Alors, le support de Mn, on avait dit que c'était, qu'on voit ici, en fait, c'est 1 plus l'infini. Donc là, si on divise par racine de n, ça va faire 1 sur racine de n plus l'infini. Donc, ça signifie que si x est inférieur à 1 sur racine de n, là, il appelle Fn. Fn de x vaut 0. Donc, c'est ce qu'on trouve bien. Donc, vous voyez, pour justifier ça, il faut bien donner le support. Et sinon, alors là, on va évidemment passer par la forme proba. Cette fois, on n'a pas de densité. Donc, comme racine de n est positif, voilà ce qu'on peut écrire. Et deuxièmement, comme x racine de n est plus grand que 1, ça c'est à dire, on a la fonction de répartition de mn. Tout ça, ça vous donne, fonction de répartition de mn, c'était gn. Tout ça, ça vous donne gn de x racine de n. Donc, que l'on a en deux morceaux. Donc là, on prend le morceau pour les x plus grands que 1. Donc, ça fait x racine de n au carré ici, ce qui nous donne 1 moins x carré fois n fois ça. Bon, et on trouve bien ce qu'on nous a donné. Déterminer pour tout réel x négatif la limite de fn de x. Si x est négatif, la limite de fn de x. Fn de x est nul, donc la limite c'est 0. Ouais, là, rien de particulier. Ensuite, vérifier que dès que n est strictement supérieur à la partie entière de ceci, voilà ce qu'on obtient. Donc si n, donc là on prend n strictement supérieur à la partie entière de 1 sur x carré. Donc on veut montrer que fn de x, vérifier que dès que n est strictement supérieur à ça, fn de x vaut ça. En fait, fn de x vaut ça si x est plus grand que 1 sur n. Alors, on va regarder où on est. Il faut comparer en fait le 1 sur x, enfin le x avec le n plutôt. Bon, déjà, on va essayer de se défaire la partie entière. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux éléments, ce sont des entiers. Donc ça revient à dire que n est supérieur ou égal à la partie entière plus 1. Être strictement plus grand que 4, c'est être supérieur ou égal à 5. Donc voilà ce qu'on peut écrire. Alors nous, il faudrait qu'on arrive à isoler le x. Alors, ce que l'on sait sur la partie entière, dès qu'on a une partie entière, voilà, je vais poser ça, on va voir ce que ça donne. On a un encadrement. On sait ceci. Alors moi, je veux continuer dans le supérieur. D'accord? Donc on a n, je vais réécrire ce qu'on avait écrit au-dessus. On a ça, donc ça donne strictement plus grand que 1 sur x carré. Alors, voilà ce que ça nous donne. Donc ça équivaut à x carré, si on passe à l'inverse, vu que tout est positif, ça revient à x carré strictement plus grand que 1 sur n. Et donc, comme les termes sont... Pardon, pas lui, mais comme le x est positif, je passe à la racine. On peut dire que la racine, c'est une bijection croissante ici. Donc, on va avoir x supérieur à racine de 1 sur n. Et donc, x, alors ici, je peux même mettre des égales, ce n'est pas gênant. Si x est supérieur ou égal à 1 sur racine de n, donc ça, c'est 1 sur racine de n, on en déduit que, effectivement, fn de x vaut ceci. Bon, donc là, on sait... voilà, c'était une question surtout sur la partie entière. Et il fallait retrouver la condition satisfaite par x, c'est-à-dire x supérieur à 1 sur racine de n. Ensuite, donner un équivalent. Donc ça, c'est le cours. Équivalent de ln de 1 plus u, c'est u. Puis en déduire pour tout x strictement positif la limite de fn de x lorsque n tend vers l'infini. Donc on va avoir... Alors pour x strictement positif... Ouais, alors regardez bien. OK. Donc là, on prend x strictement positif. Et le n va tendre vers l'infini.
D'accord? Donc, si le n va tendre vers l'infini, donc on va mettre ça peut-être juste avant. Comme le n tend vers l'infini, alors le n à un moment va être strictement plus grand que cette partie entière. Le n va tendre vers l'infini, donc quelque part, il va être suffisamment grand pour être plus grand que cette condition. Et donc, c'est là où je vais pouvoir dire que mon fn de x vaut ceci. Parce que ce qui pouvait être troublant, c'est qu'on prend x strictement positif, alors que nous, on veut la regarder pour x plus grand que 1 sur racine de n. Donc, c'est ça qu'il fallait dire. C'est x est positif, certes, mais ensuite, je vais pouvoir dire que comme le n est grand, eh ben, la condition satisfaite par x, c'est la bonne. Elle sert à ça la question, c'est pour ça que ça me paraissait un peu bizarre, mais elle sert à ça la question 5a. Bon, donc là, c'est le truc classique. On écrit ça sous forme exponentielle. Quand n tend vers l'infini, comme le 1 sur nx carré tend vers 0, ça va être équivalent à ceci. Donc là, ça nous donne moins 1 sur x carré. Donc, on en déduit. Parce que là, à présent, on veut revenir à la forme exponentielle, mais on ne peut pas avec l'équivalent. Donc là, on en déduit d'abord on en déduit la limite, et par composé, ou bien par continuité de l'exponentielle, on va en déduire que fn de x tend vers l'exponentielle de ceci. Question 6, montrer que ça converge en loi. Alors nous, ce qu'on a montré finalement, c'était quoi? Non, c'était fn. On a montré finalement que ça tendait vers 0 quand x était négatif ou nul. Et quand x est strictement positif, ça tend vers ça. Et donc, c'était la loi de y, certainement. Alors, je vais juste remonter. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Pour la fonction de répartition, oui, on avait ça. Et c'était bien exponentielle moins 1 sur x carré. D'accord? Donc là, on a exactement fy de x. Donc, en fait, on a montré que yn converge en loi vers y. Ensuite, exercice 3, donc sur l'algèbre. Alors, on a une matrice MA dans l'endomorphisme FA, valeur propre. Donc, là, ce qu'on peut remarquer, c'est que comme MA est triangulaire, on va lire ses valeurs propres sur la diagonale, sur sa diagonale. Et donc, le spectre de MA, ça va être, donc ici, 1A. Bon, et en plus, le A, on sait qu'il est, différent de 1, donc c'est bien deux valeurs propres distinctes. Sous-espace propre associé à ses valeurs propres. Bon, on va faire comme d'habitude. On résout MA moins I de x égale 0. Donc, il va vous rester 1 moins AX plus A moins 1 Y égale 0. 1 moins AY plus A moins 1 Z égale 0. Et là, ce qui nous arrange, c'est que A est différent de 1. Donc, on peut diviser par 1 moins A. Et donc, avoir x moins x moins y égale 0. Donc, ça veut x égale y. Et y moins z égale 0. Donc, y égale z. Donc, on a E1, ça va être vect 1, 1, 1. On peut préciser que c'est une base en disant qu'on a un vecteur non nul. Et puis, donc, il est bien un générateur. Ensuite, pour l'autre valeur propre, pour A, donc on fait pareil, on enlève A sur la diagonale. Donc, on a 1 moins AX égale 0. Pareil pour l'autre. 1 moins AY plus A moins 1 Z égale 0. Donc, pareil, comme A est différent de 1, et bien on obtient X égale 0 et Y égale Z. Et on en déduit EA, c'est vect 0, 1, 1. Pareil, en précisant qu'on a bien une base. On dit que ce n'est pas diagonalisable. Là, on avait le spectre, c'était 1 et A. La somme des dimensions vaut 2. C'est différent de la taille de la matrice.
Donc, MA n'est pas diagonalisable. Alors, on nous rappelle I et on nous donne E, le sous-espace vectoriel engendré. Donc, c'est IMA, MA carré. Dimension de E. Alors, pour la dimension d'un vecte, il faut montrer qu'on a une base. D'accord? Donc là, ce qu'on va dire déjà, c'est que cette famille est génératrice de E. Et après, il faut qu'on fasse un test de liberté. Alors, on va voir pour le test de liberté. Je ne pense pas qu'on ait autre chose avant, non. Donc, on va partir de alpha I plus bêta MA plus gamma MA carré égale 0. Et puis, on va identifier, alors peut-être pas tous les termes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait... Ah oui, déjà, on n'a pas MA carré. Je vais me l'écrire ici, MA carré. Alors, si on se calcule, MA carré, on va avoir... donc, ouais, on va déjà avoir ici 1 A carré, A carré. Ensuite, MA carré, donc 1 moins A carré. 1 moins A au carré. Et 2A, 1 moins A. Alors, si on identifie les termes sur la place 3,2, il n'y a pas de alpha, il n'y a pas de bêta, il y aura juste gamma fois 1 moins A au carré égale 0. Si j'identifie après les termes sur la place, on peut tous les faire, hein, mais je prends vraiment les plus simples du coup. Si j'identifie les termes sur la place, non là pas 3,2, pardon, 3,1. Et là sur la place 3,2, on va avoir, donc en alpha il n'y aura rien. En bêta sur la place 3,2, on aura bêta 1 moins A plus gamma 2A 1 moins A. Voilà. Et si j'identifie les termes sur la place 1,1, je vais avoir alpha plus bêta plus gamma. Bon, on peut écrire les autres, mais je pense que juste ça sera suffisant parce que regardez, comme 1 moins A est différent de 0, ça fait gamma égale 0. Donc tout ça, on n'en parle plus. De la même manière, là, on aura bêta égale 0, et donc on en déduit alpha égale 0. Donc on a la liberté de notre famille, et ainsi, on pourra dire que c'est une base de E. Là, c'est peut-être un peu lourd en écriture avec tous les paramètres, mais bon, c'est pour ça que j'ai essayé d'en écrire le moins possible. Donc, comme c'est une base, on peut dire que la dimension de E vaut 3. Alors, calcul matriciel. Alors déjà, on va calculer K au carré. Alors, pour K au carré, alors on va avoir, bon déjà, on aura la dernière colonne nulle. On aura la deuxième colonne nulle. Et on aura 1 et 1. Bon, et après JK carré, donc J, on a ça. Donc on aura la première ligne nulle, on aura ces termes-là nuls. Ensuite, J, donc 1 moins 1, donc là 0. Et 0, 1, moins 1, donc là 0. Bon, donc c'est la matrice nulle. Voilà, en déduire MA moins I fois ça. Alors, MA moins I, c'est quoi? On va avoir 0, 0, 1 moins A moins 1. Donc, M moins I, c'est ça. Donc, c'est quoi le lien? Donc, le lien, c'est que l'on a 1 moins A fois J. Ouais. Et après, pour l'autre, c'est M moins AI. Alors, M moins AI, on a 1 moins A. Là, on a 1 moins A aussi. Là, 1 moins A. Donc, moins AI. OK. Et donc là, on reconnaît 1 moins A fois K. D'accord.
Bon, donc on y voit plus clair. Donc quand on va faire ceci, ça va revenir en fait. Alors les 1 moins A au carré, je vais les mettre devant. Il va me rester JK carré, c'est justement ce qu'on a calculé, ça donne 0. En déduire que M cube appartient à E, donc E c'est écrit en fonction de I, M et M carré. Alors, en déduire certainement par rapport à ce qu'on vient de calculer juste avant. Alors on va préciser parce qu'on va appliquer une identité remarquable, donc on va bien préciser que M et I commutent. Alors je vais réécrire ça. Donc là on va développer ceci. Donc d'abord je vais développer la partie à droite, donc ça fait MA carré moins 2AMA plus A carré fois I égale 0. Et là on redéveloppe. Donc ça nous donne MA cube. Ensuite, en M carré, on va avoir moins 2A moins 1. En MA, on va avoir 2A plus A carré. Et il va nous rester moins A carré fois I. Donc, ce qui nous donne MA cube égale 2A plus 1 MA carré moins A fois 2 plus A MA plus A carré fois I. Et ça, évidemment, ça appartient à E. D'accord? Parce qu'il s'écrit comme combinaison linéaire de I, M et M carré. Alors, montrer que M puissance N. Donc là, en fait, on a montré que c'était vrai pour N égale 3. On va montrer que c'est vrai tout le temps. Bon, ça, en général, on fait par récurrence. Alors, pour N égale 0, MA puissance 0, ça vaut I. Et donc, ça va valoir U0 fois ça. Voilà, on va voir tout ça en posant. Donc là, c'est à vous de construire la suite. En posant U0 et V0 égaux à 0 et W0 égale à 1. On suppose que c'est vrai à l'ordre n, et on va regarder l'ordre n plus 1. Donc on va écrire ceci. Hypothèse de récurrence, on va remplacer notre MA puissance n. Le MA, je vais le laisser tel quel là. On va développer. Bon, d'où l'intérêt d'avoir le MA cube avant. Donc en développant, on a ça. Alors nous, ce qu'on veut, c'est tout écrire en fonction de I, M et M carré. Alors le M cube, on va s'en servir, on va tout de suite regrouper ce qu'il faut. Donc on a 2A plus 1 UN plus VN fois MA carré. Ensuite, en MA, on va avoir moins A 2 plus A UN plus WN fois MA. Et ensuite, en I, on va avoir UN A carré fois I. Donc, en posant UN plus 1, c'était le premier, égale 2A plus 1 UN plus Vn. En posant Vn plus 1 égale tout ceci. Et en posant Wn plus 1 égale A carré UN, on a l'ordre N plus 1. Alors, on va vite voir si on a bon. Avec la question 4, on nous demande de vérifier que UN plus 3 vaut ça. Alors, UN plus 3, on n'a pas trop le choix. Là, on va faire 2A plus 1, UN plus 2 plus Vn plus 2. Nous, on veut tout en fonction de la suite U. Alors, le UN plus 2, je vais le garder. Vn plus 2, je prends la ligne 2. Ça va faire moins A 2 plus A UN plus 1 plus WN plus 1. Bon, bah, autour de WN plus 1 d'être modifié. Donc ça, on garde. WN plus 1, c'est A carré UN. Et donc, on a ce qu'il faut. Alors, on admet ceci pour UN. D'accord. Alors, on nous dit après. On a une suite de matrices. On nous explique
la limite d'une suite de matrices, donc on prend la limite des coefficients. Et donc la limite de MA, donc oui, on avait montré que MA puissance n, c'était défini par des suites. Il faut juste faire la limite des suites. Alors, tout d'abord, trouver la limite de UN. Alors, je vais juste me réécrire UN. Donc, UN, c'est ça. Alors, il ne faut pas oublier que le A appartient à 0, 1. Voilà. Alors là, on a des formes indéterminées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire ça avec la forme exponentielle. Voilà. Hop. Alors, je vais les prendre à part, les termes. Donc là, regardez. N-1 exponentielle n ln de a. Donc, soit vous développez... Voilà, on va développer. Donc, si on développe, voilà ce qu'on obtient. Et donc, comme n tend vers l'infini, et parce que ln de a est négatif, ça c'est à dire, ça va tendre vers 0 par somme et par croissance comparée. Pour l'autre, c'est à peu près pareil. Hein. Là, pareil, je peux développer l'exponentielle. Donc, on va avoir exponentielle moins ln de a qui va sortir. Donc, ça fait 1 sur a. Et là, on va avoir n de ça. Donc là, pareil, hein, idem. D'accord, par croissance comparée. Donc, finalement, un. UN va tendre vers... Donc, toutes les parties du haut partent. Donc, ça fait 1 sur a moins 1 au carré. Voilà. Alors, on veut après les autres limites. Alors, ça, c'est ce qu'on avait. Déjà, WN. WN, c'est a carré UN moins 1. Donc, ça va tendre vers a carré sur a moins 1 au carré. Et Vn. Donc, Vn, c'est moins A2 plus A UN moins 1 plus WN moins 1 si. OK. Donc, ça va tendre vers moins A plus, fois 2 plus A sur A moins 1 carré plus A carré sur A moins 1 carré. Alors, je ne sais pas si ça simplifie. Ouais. Donc, on va avoir moins A fois ça. Donc, on peut tout mettre sur A moins 1 au carré. Et donc, avoir moins 2A. Bon, donc voilà pour les différentes limites. Ensuite, en déduire la limite LA. Alors, c'est qui LA? Ah, c'est la limite de MA puissance n. Donc, MA puissance n, par rapport à ce qu'on nous a dit, va tendre vers... Bon, on va mettre ça en facteur déjà. Donc, ça va faire MA carré. Vn, donc moins 2A sur A moins 1 carré MA. Et Wn fois l'autre, donc plus A carré fois I. Donc là, il n'y a pas le A moins 1 carré qu'on a mis en facteur. Donc voilà ce qu'on peut écrire. Bon, et ça, on pourrait éventuellement l'écrire. Bon, c'est pas forcément demandé. On pourrait l'écrire comme ceci. Donc, ça serait MA moins AI, le tout au carré. Je ne sais plus si on avait calculé ça. Ouais, mais... bon, on va laisser ça tel quel. Je ne pense pas qu'on avait d'autres calculs là-dessus. Alors ensuite, vérifier que LA carré vaut ça. Donc ça, c'est la matrice LA. Vérifier alors le MA moins AI. Alors, qu'est-ce qu'on avait? Je regarde juste ce qu'on avait pour MA moins AI. OK, donc on va regarder. Donc, MA moins AI, ça valait donc 1 moins A, 0, 0. Là, il y avait 1 moins A aussi. OK, donc ouais, c'était ça. On avait... c'était 1 moins A fois K. Donc, en fait, notre LA vaut 1 sur A moins 1 carré, 1 moins A carré, K au carré.
Donc en fait, ça vaut k au carré. D'accord? Parce que 1 moins a au carré ou bien a moins 1 au carré, c'est pareil. Et donc là, on nous demande de calculer LA carré. Alors, k au carré, on l'avait calculé. K au carré de mémoire, donc c'était... Là, ça va faire k au carré fois k au carré. Donc, c'était avec les 1 et la base 0. Voilà. Donc là, on va avoir les deux dernières colonnes comme ceci. 1 et 1. Donc, on trouve pareil, k au carré. Donc, on a LA. Bon. Donc là, on a la vérification. Dernière question. On note phi A l'endomorphisme. Donc LA, c'est la matrice de phi A. On a une certaine base canonique. Nous, on avait MA, c'était la matrice de FA. Alors, on prend X dans ker FA moins identité. Donc, ça signifie que FA moins identité de X vaut 0, donc FA de X vaut X. Et on veut montrer que phi A de X est égal à X. Alors, nous, on a tout ça par rapport aux matrices. Alors, peut-être on va passer matriciellement. Donc là, ça revient à MAX égale X. Là, on aimerait parler de LA. LA, c'est la matrice de... matrice de phi A. C'est la matrice limite. On va regarder MA puissance n. Alors, en fait, par une récurrence, vous voyez, si MAX vaut X, vous pouvez continuer à faire fois MA autant que vous voulez. On a ceci. Et donc, en faisant tendre le n vers l'infini, j'en déduis que LAX vaut X, parce que c'était la limite de MA puissance n. Et donc, on revient dans la même base. Et donc là, on a phi AX égale X. OK. Bon, donc là, il fallait penser à revenir à la matrice pour avoir la matrice puissance n et pouvoir en faire sa limite. Ensuite, on prend X dans l'image de FA moins identité. Donc, ça signifie qu'il existe un Y dans R3 tel que X s'écrive comme cette image de Y. On va essayer pareil alors. Donc, ça nous dit que si on passe matriciellement, donc c'est MA moins I de Y. Donc, on a ça. On va voir, je développe, mais pour l'instant, je ne sais pas trop ce qu'on doit faire. Alors, je dois montrer que phi AX vaut 0. Donc, ça veut dire qu'avant, il faut que j'ai MA puissance n de X. Alors, je vais calculer. Je vais multiplier par MA puissance n. Donc, ça fait MA puissance n plus 1 moins MA puissance n Y. Et si on passe à la limite, on va avoir LA, la limite de n. Là, quand on passe, hop, tout marche. Quand on passe à la limite, donc je disais la limite. Alors, hop. Voilà, donc la limite de n puissance n, c'est la même que la limite de n puissance n plus 1. Donc ça donne ceci, ça donne 0. Et donc après, je reviens avec les applications linéaires et on a bien phi a de x égale à 0. Hop, juste un petit problème. Voilà. Alors ensuite, donc pour le problème,
Alors, on nous dit on a une pièce, deux pièces qui donnent pile avec la proba P. Alors, au départ, on a deux joueurs qui s'affrontent en lançant une pièce. Donc, c'est indépendant. Chacun lance la pièce simultanément jusqu'à obtenir pile. Le gagnant est celui qui a obtenu pile le premier. Si vous avez pile tous les deux, on participe à une deuxième manche. D'accord. Donc, on attend en fait le premier qui a pile pour savoir qui va gagner la première manche. Et donc, pareil pour la deuxième manche. XK, c'est la variable égale au rang du premier pile pour A à la quatrième manche. OK. EK, on va voir si on n'a peut-être pas besoin de suivre des autres notations. Alors, déterminer la loi commune de X1 et Y1. Donc, la loi du couple X1 et Y1. Alors, donc on va devoir calculer P de X1 égale I inter Y1 égale J. On va devoir certainement distinguer les cas. Alors, premièrement, on va prendre I inférieur à J. Alors, P de X1 égale I inter, c'est quoi l'autre? C'est Y1. Y1 égale J. Bon, alors déjà, les deux vont être indépendants. Alors, voilà ce qu'on va pouvoir écrire. Et P de X1 égale I, ça signifie qu'on a I moins 1 échec, et fois ça, et l'autre, pareil. Donc, ça nous donne 1 moins P puissance I plus J moins 2 P carré. Pour I supérieur à J, c'est exactement pareil. D'accord? On va avoir ceci. Et en fait, est-ce qu'on avait vraiment à distinguer les cas? Non, en fait, je ne pense pas. Pour I égale J, non, il n'y a pas forcément de cas à distinguer. Parce que pour I égale I, ça sera pareil. En fait, tout est indépendant, les lancers sont indépendants, donc il n'y a pas vraiment à distinguer de cas ici. Donc ça, c'est quel que soit I et J dans N étoiles. Donc voilà ce qu'on a pour la loi de ce couple. On dit dire qu'il est quasi impossible que la première manche dure éternellement. Alors ici, pour que la première manche dure éternellement, par exemple, alors si on se place dans le cas où I est inférieur à J, par exemple, et si on fait tendre le I vers plus l'infini, ça veut dire, donc elle dure éternellement. Alors, que la première manche dure éternellement, ça veut dire que le X1 égale I ou le Y1 égale J, on peut les prendre très très grands. D'accord? Et que les deux vont être très très grands. Donc imaginons qu'on ait cette configuration, et si je fais tendre I vers plus l'infini, forcément le J aussi va tendre vers plus l'infini. Et donc regardez, si le I tend vers plus l'infini, en fait le 1 moins P puissance I plus J moins 2, lui il va tendre vers 0. D'accord? Parce que le 1 moins P, en valeur absolue, il est strictement plus petit que 1. Ou alors, bon, peut-être ça pourrait ne pas forcément plaire à l'histoire de limite. En fait, ce qu'on va faire, c'est que là, ce que l'on a, c'est toutes les probas que à un moment, on est X1 qui va, enfin, en tout cas, que le A va avoir un premier pile ou que le B va avoir un premier pile. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est la proba que le jeu dure à l'infini. C'est le contraire de la proba que ça ne dure pas à l'infini, que ça va s'arrêter à un moment. Donc, en fait, on va faire le contraire de la somme de toutes ces probas. D'accord, je prends le contraire de toutes les possibilités qu'on peut avoir. Donc, alors, soit on donne l'idée d'un calcul, ou sinon, ou d'un système complet. Bon, je vais faire, vu la question, je vais faire un calcul, on va bien voir. Donc là, ici, ça nous donnerait. Alors, si on somme sur J, d'accord, comme le 1 moins P appartient à 0,1, pour J égale
1, on va avoir 1 moins P puissance I moins 1 comme premier terme, fois 1 sur 1 moins P, donc sur ça. Donc, il va nous rester 1 moins P. Après, je vais faire la somme sur I, donc sur ça, et donc on trouve 0. D'accord? Donc, effectivement, il est quasi impossible que la première manche dure éternellement. Ensuite, on veut écrire E1 à l'aide des variables x1, y1. Alors, E1, ça on n'avait pas lu, c'est il y a égalité à la fin de la première manche. Alors, s'il y a égalité, ça signifie que qu'on a eu x1 et y1 égales. D'accord? Donc, elles ont eu, les joueurs A et B ont eu leur premier pile au même moment. Donc, soit tous les deux au premier, soit au deuxième. Donc, le soit, ça se transforme en union. Voilà. Après, on va calculer P de E1. Donc, par incompatibilité, ça va nous donner ceci. Par indépendance des joueurs, on va avoir ça. Et donc là, voilà ce qu'on voulait. Et donc, on déduit l'expression explicite. Donc, on a P carré. Là, on aura 1 moins P au carré puissance I moins 1 par rapport à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc, pareil, ce 1 moins P carré appartient à 0,1. On applique la formule. D'accord? Le premier terme ici vaut 1. Et on va en fonction de P et Q. Donc, en bas, on va avoir, c'est 1 moins Q carré en bas. Donc, ça fait 1 moins Q P fois 1 plus Q. Donc, voilà ce qu'on obtient. Ensuite, justifier que les événements G1 et H1 sont équiprobables. Alors, G1, c'est A gagne le jeu à la première manche. Et donc là, simplement par symétrie du jeu. D'accord, P de G1 vaut P de H1. D'accord, il y a autant de chances pour A et pour B. Là, ils jouent de la même manière, en fait. Ils lancent tous les deux une pièce. Donc, évidemment, c'est équiprobable. On déduit la proba G1. Donc, G1 et H1, c'est A gagne le jeu. Et on a calculé avant E1. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a G1, H1, E1. C'est un système complet d'événements. Soit on a égalité, soit A gagne, soit B gagne. On avait dit que c'était impossible que ça dure éternellement. Donc, on peut dire que la somme de ces probas donne 1, sauf que par équiprobabilité, P de G1, P de G1 et P de H1 sont les mêmes. Donc, on va en déduire P de G1, ça va être 1 demi de 1 moins P de E1. Alors, P de E1, c'était P sur 1 plus Q. Donc, ça va faire 1 plus Q moins P. Ça va faire 2Q. Donc, ça va faire Q sur 1 plus Q. Donc, ça, c'est pour P de G1. Donc, on déduit en fonction de P et Q. 1 plus Q moins P. Ouais, donc ça donne ça. Bon, P, sinon on écrit sur 2 moins P, hein, mais bon. Donc voilà ce qu'on peut mettre. Alors, question 2A. Donc on prend n plus grand que 2. On nous demande Gn avec les événements EK. Alors Gn, c'est A gagne la nème manche. Donc ça veut dire qu'il y a eu n manches. Donc s'il y a eu n manches, c'est que sur les n-1 premières, on a eu égalité. Et pour qu'après, d'accord, donc là, égalité sur les n-1 premières manches. Et là, A gagne la nème. Voilà ce qu'on peut écrire. Parce que P de E1, ouais, c'était en fonction de P et Q. OK.
Voilà. Après B, on prend K plus grand que 2. On nous demande de calculer P de EK. Alors, j'ai un petit problème de son pour la fin de la vidéo, donc je vais juste reprendre et commenter ce que j'avais donné. Alors, donc, là, on s'intéressait à P de EK, sachant E1 inter K-1. Donc, ici, on sait qu'on a eu K-1 manche où on a fait égalité, et on aimerait que la Km soit également une égalité. Donc, une fois que la K-1e manche est passée, en fait, ça n'a pas d'impact réel sur la suite, simplement qu'on passe à une autre manche. Donc, on peut en quelque sorte les oublier. Et c'est comme si je voulais avoir une égalité sur une certaine manche. Mais en fait, que ce soit la manche 1, la manche 2 ou la manche K, c'est exactement pareil. Donc, c'est pour ça que j'ai mis égal P de E1 et P de E1, on l'avait trouvé avant. Donc, voilà pour cette proba conditionnelle. Ensuite, on nous demandait P de Gn. Donc, Gn, on l'avait écrit avec toutes les intersections. Donc, par la formule des probas composées, en disant bien que la dernière condition est non vide. Donc ici, le E1 inter En-1. On applique la formule, donc voilà ce qu'on obtient. Les premières probas, donc on a vu que tous les P de EK sachant n'importe quoi, c'était toujours en fait P sur 1 plus Q. Donc au départ, j'ai P sur 1 plus Q puissance N-1. Et il y a une dernière proba, donc on sait qu'on a eu N-1 manche qu'on a fait égalité. C'est un peu pareil que tout à l'heure. Donc ces manches-là, je sais qu'on a eu égalité, donc je passe à la N-ième manche, mais j'oublie ce que j'ai fait avant. D'accord ? Ça n'a pas d'impact sur la partie. Donc je veux à présent avoir Xn inférieur à Yn, donc ça veut dire je veux que le joueur A l'emporte. C'est-à-dire on veut que le joueur A l'emporte, sachant qu'on n'a fait que des égalités avant. Les égalités avant, on vient de dire que ça n'a pas d'impact. Donc, c'est comme si on veut que le joueur A gagne une manche. Donc, c'est comme si on remettait un peu les compteurs des manches à 0. Et donc, ça revient à calculer P de G1 qu'on avait fait, qui était Q sur 1 plus Q. On nous demande de vérifier que la formule est vraie pour n égale 1. Ben, c'était bon. On nous demande d'en déduire la proba de G, où G, c'était le joueur gagne tout court. Donc, en fait, le joueur gagne tout court. Il faut comprendre qu'on est dans une généralité et qu'on va décrire le fait qu'il gagne de manière plus localisée. Donc, soit il peut gagner à la première manche, ou à la deuxième, ou à la troisième, et ainsi de suite. Donc, on peut écrire comme ça le G égale l'union infinie des Gn. Et après, on passe par un calcul de proba classique. Donc, par incompatibilité, parce qu'on ne peut pas gagner la première et la deuxième. Si je gagne la première, le jeu est terminé. Donc, j'ai la somme des P de Gn. P de Gn, donc c'était ce qu'on avait juste au-dessus. Donc, je sors le Q sur 1 plus Q et je fais la somme géométrique. D'accord ? Donc, de raison P sur 1 plus Q. Et P sur 1 plus Q, ça appartient bien à 0,1 parce que P est dans 0,1. Vous divisez par un nombre plus grand que 1, donc vous êtes toujours plus petit que 1. Et donc, on applique la formule, le premier terme fois la formule, et on obtient ceci, on obtient 1 demi. Quand on a Q sur 2Q. Et on nous demande un procédé pour faire pareil avec H, hein, pour avoir la proba que B gagne. Donc, on peut plus ou moins dire qu'on fait ça par symétrie. C'est-à-dire, on reprend les grandes lignes qu'on a pu faire pour G. C'est-à-dire, d'abord, on écrit Hn. Donc, Hn, il nous faut d'abord n-1 égalité. Et après, on veut que B gagne à la nème manche. Donc, on veut que Yn soit plus petit que Xn. Que B obtienne son premier pile avant. Et ensuite, de dire que H, c'est l'union infinie des Hn. C'est le même principe. Et d'en déduire après la proba de E, la proba qu'il y ait égalité, égalité à chaque manche. En fait, il peut se passer quoi dans ce jeu ? Soit A gagne, soit B gagne, soit il reste toujours égalité. Donc, c'est un système complet. La somme des probas fait 1. Moi, je veux P de E. P de G, P de H, on les a trouvés. C'était 1,5 pour les deux. Donc, P de E, ça va faire 0. Partie 2, on nous a bien indiqué, alors, même si on ne l'avait pas fait, hein, qu'on a une proba avec deux variables aléatoires à l'intérieur. Donc, on sait qu'on doit passer par la formule des probas totales. On prend comme système complet x1 égale i. Donc, j'écris ma formule des probas totales. J'utilise le fait que x1 soit égal à i dans le deuxième événement. Donc, je remplace x1 par i. Donc, ça fait y1 égale i plus 1.
Depuis le début, on répète qu'entre x1 et y1, c'est indépendant, donc on peut séparer les probas. Et là, c'est le calcul qu'on avait fait. Hein. P de x1, c'est 1 moins p puissance i moins 1 fois p. P de y1 égale i plus 1, donc il me faut i échec d'abord, donc 1 moins p puissance i fois p. Donc p carré, on va le sortir. Et après, il vous reste 1 moins p puissance 2i moins 1. Ça ressemble à une somme géométrique, mais il faut faire le tri. La puissance moins 1, je vais la sortir. Donc c'est 1 sur 1 moins p. Et après, il va me rester 1 moins p puissance 2i. Alors, comme je veux une somme géométrique, il faut avoir une puissance i. Donc, je mets 1 moins p au carré, le tout à la puissance i. Comme le 1 moins p au carré appartient à 0,1, eh bien, on a donc que le premier terme, c'est 1 moins p carré fois la formule 1 sur 1 moins la raison. Bon, après, c'est de l'algébrique pour simplifier les choses. Bon, donc là, en fait, ce qu'on a calculé, vous voyez, P de Y1 égale X1 plus 1. X1, ça représente A, donc ça veut dire que A a fait un lancer de moins, parce que B a fait un lancer de plus. Donc, c'est la proba que A gagne avec un lancer d'écart. Donc ça, je l'avais écrit, parce qu'on en a besoin juste après, puisqu'on vous demande quelle est la proba qu'il y ait un des joueurs qui gagne avec un lancer d'écart. Ça peut être soit A, soit B. Donc, j'ai mis soit A gagne avec un d'écart, soit B gagne avec un d'écart. On ne peut pas avoir les deux en même temps, donc c'est incompatible. Et par symétrie, hein, c'est les mêmes probas, que je fasse gagner A avec un d'écart ou B avec un d'écart. Donc, c'est 2 fois la proba précédente. Et pour finir, on nous demandait d'exprimer Kn. Alors, Kn, c'est le fait qu'il y ait un joueur qui gagne avec un d'écart à la énième manche. Ce qui sous-entend encore une fois qu'on a eu d'abord n-1 manche, égalité. Et après, à la énième manche, l'un ou l'autre gagne d'une unité, d'accord, d'un lancer. D'où le yn égale xn plus 1, ou alors le xn égale yn plus 1. On fait le même type de calcul que d'habitude, d'accord, que ce qu'on a fait avant. Donc, au départ, on a cette puissance n-1. Et après, on sait qu'on a eu n-1 égalité. Donc, on le sait pour passer à la énième manche, mais en fait, on s'en fiche, on les oublie. Et on veut la proba qu'il y ait sur une manche un d'écart. Et bien, c'est en fait notre proba U qu'on a calculé juste avant. Et donc, on a 2 PQ sur 1 plus Q. Et pour terminer, la proba qu'à un moment, d'accord, que dans le jeu, il y ait un joueur qui gagne avec un d'écart, à un moment, c'est toujours pareil, c'est une union infinie. Donc, c'est à la manche 1 ou 2 ou 3. Et donc, on se retrouve avec le même type de calcul par incompatibilité. Et donc, on sort la constante, on a la somme géométrique. Le P sur 1 plus Q, on avait dit tout à l'heure que ça appartenait bien à 0,1. Donc, on applique notre formule et P de K, finalement, vaut P.